Ever feel like you're carrying something heavy and don't know where to put it down? Or wonder what on earth you're supposed to do when you just can't seem to cope? I'm Hesu Jo, a licensed therapist with years of experience providing individual and family therapy, and I've teamed up with BetterHelp to create Mind If We Talk, a podcast to demystify what therapy's really about. In each episode, you'll hear guests talk about struggles we all face, like living with grief or managing anger. Then, we break it all down with a fellow mental health professional to give you actionable tips you can apply to your own life. Follow and listen to Mind If We Talk on Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcasts. And don't forget, your happiness matters. Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Yallah le podcast. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet profondément humain et émotionnel, délicat aussi, grandir avec des parents émotionnellement immatures. Et oui, alors ça, c'est très très tabou dans nos sociétés. Et j'avais envie de l'aborder parce que je sais que ça s'adresse à énormément de monde. Du coup, cet épisode, il est pour ceux d'entre vous qui portent encore les traces invisibles de cette expérience et qui cherchent à comprendre et à guérir. Vous le savez très bien, parler de ce sujet est pas du tout facile, que ce soit en famille, entre amis, parce que ça touche à des blessures profondes, à des souvenirs douloureux, mais surtout à l'omerta. Voilà. Parler de ses parents, de toute façon, c'est toujours délicat. Qu'on ait eu de très très bons parents, des parents diaboliques, parce que ça existe, des parents diaboliques, c'est pas facile à aborder parce que c'est blessant. Mais c'est un premier pas vers la guérison, d'accord ? Et donc, aujourd'hui, on va prendre un moment pour respirer profondément, pour nous ancrer dans le présent et pour créer un espace de sécurité où on va pouvoir explorer ensemble ces dynamiques humaines très complexes et très tabous. Pour vous aider, tout d'abord, on va commencer par comprendre ce que ça signifie être un parent émotionnellement immature. C'est pas une question de méchanceté ou de mauvaise volonté, parce que c'est ce qu'on croit. On se dit, non, ils l'ont fait exprès, ils n'ont pas voulu, etc., etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est souvent une incapacité à répondre aux besoins émotionnels de l'enfant de manière cohérente et empathique. D'accord ? Et bien évidemment, ça tombe pas du ciel. Ils se sont pas dit, tiens, on va avoir des enfants et on va être des parents émotionnellement absents ou irresponsables. Alors il y en a, oui, d'accord, ça on le sait. Vous le voyez dans les faits divers, vous voyez dans les procès. Il y a des gens qui vous racontent que oui, leurs deux parents étaient connus pour être instables et on les a quand même en fait laissés dans des foyers instables. Mais la majorité des adultes qui ont eu des enfants ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient émotionnellement immatures, d'accord ? Et surtout, ils n'avaient pas les ressources pour comprendre ce qui leur arrivait. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, pour que vous ayez une compréhension globale et aussi parfois beaucoup plus précise, on va parler des caractéristiques d'un parent émotionnellement immature. Alors, un parent émotionnellement immature, ça peut se manifester de différentes manières. Par exemple, vous avez déjà peut-être ressenti, quand vous étiez petit, que vos besoins émotionnels, ils étaient jamais vraiment entendus ou compris.
Vos parents, ils vous semblaient toujours préoccupés par leurs propres émotions et par leurs besoins, et ça laissait peu de place pour les vôtres. Ça, c'est ce qu'on appelle un parent centré sur lui-même. Alors, très souvent, en accompagnement, j'entends des gens me dire « Ma mère était focalisée par son besoin ultime d'être reconnue par mon père dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle lui apportait, etc. etc. » Là, en fait, cette personne, la maman, elle est focalisée sur son mari et donc sur son besoin émotionnel d'être reconnue et par voie de conséquence, vous avez été mis de côté. Vous voyez, ça, c'est un parent qui est centré sur lui-même. C'est un exemple de parent centré sur lui-même, pardon. Parce qu'il y a pléthore d'exemples, mais ça voudrait dire qu'on en parle toute la journée. Une autre manière de reconnaître si on a eu un parent émotionnellement, immature, c'est si vous avez vécu des explosions de colère soudaines, des réactions disproportionnées ou au contraire un évitement total des émotions de la part de vos parents, ou un des deux, d'accord ? En réalité, ces comportements imprévisibles, ils ont créé un environnement instable où vous n'avez jamais su à quoi vous attendre. Et ça, en fait, ça s'appelle la régulation émotionnelle défaillante chez le parent. Donc, vous avez d'abord le parent centré sur lui-même, et ensuite le parent qui a une incapacité à réguler émotionnellement ce qu'il vit. Vous avez également malheureusement le parent qui a un manque d'empathie flagrant, total, et ça vous pouvez en fait le repérer lorsque vous avez des souvenirs où vous avez eu un ressenti d'un manque de compréhension et de validation de vos émotions. Vos parents, en fait, ils pouvaient sembler incapables de se mettre à votre place et de ressentir ce que vous ressentiez, ou à minima de vous dire « oui, je comprends » ou « comment je peux t'aider » ou « tu m'as l'air triste, je suis désolée pour toi », etc. Ça, c'est le parent qui manque d'empathie. Vous avez également l'inconsistance. Alors ça, l'inconsistance, c'est difficile à vivre pour les enfants et difficile à repérer en tant qu'adulte dans ses souvenirs parce que un jour, les parents, ils peuvent être chaleureux et aimants, et le lendemain, ils peuvent être froids et distants. Et en fait, cette inconsistance, elle va rendre difficile la création d'un sentiment de sécurité. C'est des comportements qui, en réalité, sont imprévisibles, qui créent de l'insécurité, mais comme c'est un jour avec et un jour sans, en tant qu'adulte, lorsqu'on vous pose la question, vous avez du mal à nous dire que vos parents étaient inconsistants. C'est pas évident à palper. Par contre, il y a une chose que vous arrivez bien à définir quand on vous pose la question, c'est la projection. D'accord ? C'est des parents qui pouvaient attribuer leurs propres émotions ou responsabilités à leurs enfants. Vous avez dû vous sentir responsable de leurs émotions, de leurs problèmes, et c'était un fardeau énorme pour vous en tant qu'enfant. C'est ce qu'on appelle la projection. En réalité, c'est le parent qui va dire « oui, je suis triste parce que je vois que tu ne réussis pas en maths. Je suis triste parce que, tu m'as pas dit bonjour ce matin. » Vous voyez ? Donc en fait, ça paraît anodin comme ça, un adulte qui va dire « je suis triste parce que tu m'as pas dit bonjour ce matin », mais en réalité, l'enfant, il est enfant. Et lorsque c'est un enfant qui a 3, 4, 5 ans, et que le parent vient lui dire ça, il va se remettre totalement en question. Pourquoi ? Parce que l'enfant, quand il est tout petit, son monde, c'est le parent. Et s'il déçoit son monde, et si il pense qu'il n'est pas à la hauteur de son monde, alors que le parent fait une projection sur lui, il va arrêter de s'aimer. Et ça, c'est une notion qu'on a du mal à faire entrer dans la tête des gens, c'est que à chaque fois que l'enfant il est critiqué, il ne va pas arrêter de vous aimer, il va arrêter de s'aimer. Parce que là, le truc approprié qu'il aurait fallu dire, c'est pas je suis triste parce que tu me dis pas bonjour, c'est tiens, bonjour mon chéri, ma puce, comment ça va ce matin ? Bah alors, viens, j'aimerais bien te faire un câlin, etc. C'est montrer le comportement à l'enfant. L'enfant, il agit par mimétisme et non pas projeté. Donc vous voyez, quand le parent projette, c'est qu'il est immature émotionnellement. Ensuite, et je crois que c'est une des pires blessures, c'est l'évitement de l'intimité émotionnelle.
Là, vous pouvez le reconnaître si vos parents, ils ont eu du mal à créer des liens authentiques et profonds avec vous. Les discussions émotionnelles, elles étaient évitées et elles laissaient un vide dans votre besoin de connexion. L'évitement de l'intimité émotionnelle avec ses enfants, c'est-à-dire parler de tout, de rien, s'installer par exemple dans un canapé, regarder un film en câlinant son enfant, en lui parlant de choses et d'autres, en parlant, je sais pas, par exemple si le parent un jour il est fatigué, il va dire à son enfant, tiens, moi aujourd'hui je suis fatigué, alors je vais me reposer, etc. Et donc montrer à son enfant que en tant qu'adulte, on a le droit aussi de se reposer, d'être fatigué, d'exprimer ses émotions pour que l'enfant agisse aussi de la même manière et qu'il se sente en sécurité. Et lorsqu'il y a eu tout un évitement de connexion comme ça, ou de je t'aime, par exemple, de dire tout simplement je t'aime à son enfant, c'est une très très grosse blessure, un très grand fardeau à porter en tant qu'adulte. Ça fait des ravages sur l'adulte. Parce que c'est comme si en réalité, l'enfant il était confié à un adulte avec lequel il a aucun lien, qui est juste là pour le garder en fait, grosso modo comme un gardien de prison. Et donc il va se construire bon an mal an. Alors heureusement avec le lien social extérieur, ça peut être aussi un oncle, une tante qui prend le relais émotionnel, l'école aussi, le professeur qui prend le relais émotionnel, et heureusement, mais sinon ça laisse des traces vraiment indélébiles, et je vous en parlerai dans un autre épisode, mais ça laisse surtout des traces dans le système nerveux central. Alors là, vous voyez, je vais vous faire un récapitulatif des caractéristiques d'un parent émotionnellement immature. Donc vous avez celui qui est centré sur lui-même, celui qui n'arrive pas à se réguler émotionnellement, donc qui a une défaillance de régulation émotionnelle, celui qui manque d'empathie, celui qui est inconsistant, celui qui projette, et l'évitement de l'intimité émotionnelle, d'accord ? Quand je dis celui, c'est pas, je parle pas du père, je parle du parent, d'accord ? C'est soit le père, soit la mère, soit la figure qui est censée être la figure d'attachement. Donc ça peut être dans une famille d'accueil. Maintenant, on va parler des types d'immaturité émotionnelle, d'accord ? Là, on a fait les caractéristiques, maintenant on va faire les types d'immaturité émotionnelle. Ça va vous donner un peu plus de profondeur dans la compréhension. Vous avez le parent explosif en numéro 1. Alors ces parents-là, ils ont des réactions émotionnelles intenses, imprévisibles, qui peuvent terroriser l'enfant. Là, on est dans de la violence. D'accord ? C'est horrible, et si vous l'avez vécu, en fait, c'est des moments où vos parents explosaient de colère sans prévenir. Et ça a créé un climat de peur constant chez vous. Le parent explosif, il est là pour terroriser la famille et terroriser l'enfant. Ensuite, vous avez le parent passif. Donc ça, c'est des parents qui évitent les conflits et les émotions. Et ils vont laisser l'enfant seul face à ses besoins. Et vous avez peut-être ressenti un manque de soutien émotionnel, comme si vos parents, ils étaient jamais vraiment présents pour vous. Alors le parent passif, on le retrouve aussi, malheureusement, chez les femmes battues qui sont mamans. Et en fait, elles sont tellement absentes à leur propre douleur. Alors, elles n'ont pas le droit de réagir à leur douleur. Elles n'ont pas le droit de réagir parce qu'elles sont terrorisées par le conjoint qui est violent. Et par mimétisme, l'enfant, en fait, il ne va pas comprendre ses émotions et il va devoir les gérer seul. Donc là, on a un parent passif, par exemple, en l'espèce, est absent émotionnellement parce que, justement, ce parent vit quelque chose d'horrible. Mais toujours est-il que l'enfant, lui, il va devoir se débrouiller seul avec ses émotions. Et adulte, par exemple, moi j'en accompagne, ce sont des gens en fait qui vont toujours dire ouais ça va, oui ça va. Ils vont vivre un décès, oui ça va. Ils vont vivre un divorce, oui ça va. Ou alors ils vont jamais réussir à exprimer leurs émotions et ils vont rester dans des mutismes quand il y aura un conflit. Ils sauront jamais en fait
parler ou affronter le conflit. Vous savez, même de manière douce, hein. Donc ils vont se taire. Ils peuvent se taire pendant des semaines, des jours, des mois. Et c'est horrible pour le conjoint qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'enfance de son partenaire. Ça, c'est très compliqué à dénouer pour l'adulte qui a vécu ça enfant. Le parent passif, c'est compliqué parce que c'est lié au parent explosif. Ensuite, vous avez le parent critique. Alors le parent critique, ça c'est beaucoup plus répandu. Ce sont des parents qui émettent des jugements constants et qui minent l'estime de soi de l'enfant. C'est des critiques incessantes qui vous font ressentir que vous n'êtes jamais assez bon. Je vous en ai déjà parlé dans les blessures. Hein. Par exemple, vous ramenez un 15 sur 20, vous êtes tout heureux, vous vous souvenez que vous avez 15 sur 20 en histoire quand vous étiez au collège, et votre parent qui vous regarde et qui dit c'est pas 20. Là, vous êtes dépité parce que vous avez tout mis dedans, vous êtes fier de vous, et d'un coup on vous casse, d'accord ? Ou le parent en fait critique, ça va être le parent qui vous compare. Elle fait de la gymnastique de haut niveau. Toi, tu vas juste à la piscine. Vous voyez ? Et ça tabasse l'estime de soi. Et vous avez le dernier qui passe souvent inaperçu, parce que sociétalement parlant, soi-disant, c'est top, c'est le parent ami. Dans ce cas, les rôles sont inversés. Et l'enfant devient le confident de son parent. Ah ouais, moi, je confie tout à mes enfants, je leur dis tout, il n'y a pas de secret, etc., etc. Non, ça, c'est horrible. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il ne devient pas que le confident, et en plus, être le confident de son parent, je suis navrée de vous le dire, mais non, c'est pas possible. Il devient aussi le soutien émotionnel du parent. D'accord ? Alors, quand on traverse quelque chose de difficile, par exemple une rupture, en tant que parent, bien sûr qu'on va dire à son enfant, oui, en ce moment c'est un peu difficile, etc., mais on ne va pas tout lui dire, on ne peut pas tout lui raconter. On ne peut pas tout faire peser sur les épaules de ses enfants. Ça, c'est pas possible. Vous avez des amis, vous avez des parents, des frères et sœurs, des cousines, ou alors vous avez des thérapeutes pour accueillir votre parole, mais votre enfant n'est pas votre pote, d'accord ? Et surtout pas votre soutien émotionnel. Et vous avez certainement ressenti quand vous étiez jeune, si vous aviez un parent, entre guillemets, ami, parce que j'aime pas trop non plus cette appellation, vous avez peut-être ressenti une lourde responsabilité, comme si vous deviez prendre soin de vos parents plutôt que l'inverse, d'accord ? Et alors, des fois, on a beau leur dire à ces parents que cette dynamique n'est pas bonne, ils ne le comprennent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est inconscient. Il y en a, c'est vraiment inconscient. Il y en a, ils se disent, mais non, mais je leur dis tout, comme ça ils grandissent, ils savent, il n'y a pas de tabou, etc., etc. Alors si, il y a des choses qui ne sont pas appropriées en fonction de l'âge de vos enfants. Des choses que vous pouvez dire quand vos enfants, ils auront 20 ans, 25 ou 30 ans, et il y a des choses que vous pouvez dire à 15 ans. C'est pas les mêmes, d'accord ? Vous ne pouvez pas dire à votre enfant de 8 ans, tiens, j'ai passé la nuit à picoler, j'étais complètement bourrée quand je suis rentrée. Vous voyez, des choses... non, l'enfant de 8 ans, il n'a pas à savoir ça, ok ? Il faut mettre une distance. Vous êtes le parent, vous êtes le gardien de l'enfant. Vous n'êtes pas son ami. Après, en grandissant, bien évidemment, avec la maturité émotionnelle, avec les bonnes bases de sécurité émotionnelle, vous êtes le refuge de vos enfants. Évidemment que vous pouvez commencer à ouvrir le champ. Et in fine, même à raconter l'histoire familiale pour que l'enfant ne subisse pas des choses dont il ignore l'existence. Vous savez, l'épigénétique, le transgénérationnel. Mais avant ça, non. Tout ça pour vous dire que dans les types d'immaturité émotionnelle, vous avez le parent explosif, le parent passif, le parent critique et le parent qu'on dit ami qui passe à la trappe. Et il est très important de comprendre que certains de ces comportements ne sont pas délibérés, d'accord ? Ils sont souvent le résultat de blessures non guéries ou de modèles appris dans leur propre enfance, ok ? Ça ne les excuse pas, nous sommes d'accord, ça ne les excuse pas, mais ça va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas vous
responsables de leur immaturité. D'accord? Et c'est très important à intégrer et à conscientiser. Vous êtes, même adulte, l'enfant de quelqu'un. Et dans cette posture, vous n'êtes pas responsable des manquements de vos parents, de leurs blessures non guéries, de leur comportement conscient ou inconscient. Parce qu'il y a un moment donné, on arrive à l'âge adulte et on se doit, c'est un devoir envers nos enfants, de remettre les choses en perspective, de se remettre en question et d'entrer en thérapie pour guérir les choses si besoin. Et pourquoi c'est une obligation et un devoir? Parce que grandir avec un parent émotionnellement immature, ça laisse des traces profondes qui se manifestent bien au-delà de l'enfance. Et ces impacts, ils peuvent être subtils, mais ils vont façonner notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres et notre rapport au monde. D'accord? Et ça va s'exprimer de plusieurs façons. Sur le plan émotionnel, les enfants en fait qui ont vécu ça, ils vont développer de l'hypervigilance, d'accord? Et si vous avez vécu ça, vous avez peut-être développé une tendance à scanner constamment l'environnement pour détecter les signes de danger émotionnel. Cette hypervigilance, elle est épuisante et elle vous empêche de vous détendre pleinement. Vous savez, quand je vous dis il faut lâcher prise, c'est une belle phrase, hein, lâcher prise. Alors les gens, ils comprennent quand je dis non, il faut lâcher prise, ils savent à peu près ce à quoi ça correspond, genre ils se disent ah oui c'est un peu plus cool, c'est s'en moquer, etc. Mais si vous avez développé cette tendance à tout scanner constamment depuis petit, si je vous dis de lâcher prise, vous allez me dire t'es gentille, mais non, je peux pas. Et c'est une réalité. Et je vous en parlerai dans un autre épisode où je parlerai de l'aspect cérébral et neuronal, d'accord? Donc sur le plan émotionnel, vous avez l'hypervigilance et ensuite vous avez des difficultés à identifier vos propres émotions. D'accord? Parce qu'en vous concentrant sur les émotions de vos parents, vous avez peut-être appris à ignorer les vôtres. Et il peut être hyper difficile de savoir ce que vous ressentez vraiment et de mettre des mots sur vos émotions. Ensuite, vous avez le sentiment de vide intérieur. Ok? En réalité, ça se traduit lorsqu'on ressent un manque de connexion avec son authenticité, avec qui on est vraiment. Et ce sentiment de vide, il peut être profondément déstabilisant parce que ça vous fait vous sentir complètement perdu. Vous avez du mal en fait à vous affirmer, que ce soit en société ou en famille, et donc vous devenez ce qu'on appelle un people pleaser. Et dernier point, l'insécurité émotionnelle chronique, elle va conduire à des sentiments d'anxiété et de dépression. Vous avez peut-être l'impression de ne jamais être en sécurité et ça va affecter votre bien-être général. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des parents qui mettent en insécurité émotionnelle leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils les laissent se débrouiller avec leurs émotions, à l'âge adulte, ça on fait des adultes hyper anxieux avec des attaques de panique qui se sentent jamais en sécurité, etc. et qui, in fine, vont développer une dépression ou de la dépression chronique. Et ça aussi, je vous expliquerai le chemin neuronal que ça a pris dans l'épisode numéro 2 sur ce thème-là. Oui, je l'ai découpé en 2 épisodes parce que c'est vraiment très intéressant et j'avais à cœur en fait de vous expliquer la dynamique de l'immaturité émotionnelle parentale au niveau de la psyché, mais comme vous le savez, j'ai à cœur de vous l'expliquer au niveau neuronal pour que vous ayez bien les deux en tête. Comme ça, vous allez pouvoir les réécouter plusieurs fois et comprendre ce qui vous arrive. Je vous résume donc sur le plan émotionnel les impacts, l'hypervigilance, la difficulté à identifier ses propres émotions, le sentiment de vide intérieur et l'anxiété et la dépression. Et alors, dans les relations, il y a de la difficulté d'attachement, de la tendance à reproduire des schémas dysfonctionnels, des difficultés à poser des limites et la peur de l'abandon. Ça, c'est terrible. Donc, dans les difficultés d'attachement, c'est que vous avez peut-être peur de l'intimité ou vous développez un attachement anxieux.
ou un attachement évitant. Et ça, je vous en ai parlé dans les... Vous savez, la série d'épisodes sur les types d'attachement, vous pouvez vous y référer hein, pour comprendre. Les relations, elles peuvent vous sembler menaçantes ou instables. Et c'est ce qui rend difficile la création de liens profondément authentiques et sincères. Ensuite, la tendance à reproduire des schémas dysfonctionnels. Ça, c'est le plus courant. Vous êtes certainement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Ce qui fait que vous allez reproduire des dynamiques de votre enfance. Et ça, c'est inconscient. Souvent, les gens ils me disent « j'attire des gens comme ça ». Par exemple, j'attire des gens qui ont une addiction. J'attire toujours des gens qui sont violents. J'attire toujours des gens qui vont finir par m'abandonner. Alors, je le répète, ce n'est pas que vous les attirez, c'est que vous les acceptez dans votre vie parce que inconsciemment, vous reproduisez des schémas dysfonctionnels. Et vous savez comment les gérer, en fait, ces schémas dysfonctionnels. Ça vous fait souffrir, mais vous savez gérer ce chaos. Et ces relations, elles peuvent être source réellement de souffrance et de frustration jusqu'au jour où vous allez consulter et que vous allez comprendre pourquoi vous restez dans des schémas dysfonctionnels. D'accord ? Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas de votre faute. Les difficultés à poser des limites, ça je vous bassine avec ça en permanence, je crois 2 ou 3 fois par semaine sur Instagram. Vous avez du mal à poser des limites saines. Et vous confondez souvent l'amour et le sacrifice de soi. C'est le truc le plus courant que je vois en accompagnement. Le sacrifice de soi, ce n'est pas de l'amour, je vous le répète. Et cette confusion, elle peut vous amener à accepter des comportements inappropriés qui vont vous épuiser émotionnellement. D'accord ? Et ça, vraiment, la difficulté à poser des limites, dès que vous arrivez à la dépasser, ça change votre vie. Vraiment, ça change votre vie. Et dernier point, la peur de l'abandon. Alors la peur de l'abandon, je vous l'ai expliqué aussi dans les blessures. Vous avez la blessure de l'abandon que je vous avais détaillée. C'est la terreur d'être rejeté qui peut vous conduire à des comportements de soumission ou à une peur constante de perdre des personnes que vous aimez. Et cette peur, elle va affecter profondément vos relations. Donc vous voyez, c'est pas anodin d'avoir un parent émotionnellement immature. Donc dans les relations, je le répète, ça va engendrer des difficultés d'attachement, une tendance à reproduire des schémas dysfonctionnels, des difficultés à poser des limites saines et la peur de l'abandon. Et sur l'estime de soi, bien évidemment, parce que ça a un impact sur l'estime de soi, vous allez vivre le syndrome de l'imposteur. Et je vous en ai parlé également. Vous avez certainement le sentiment de ne pas mériter le succès ou l'amour. Et ce syndrome de l'imposteur, il va vous empêcher de reconnaître vos réalisations et de vous sentir fier de vous-même, à votre place, avec le salaire, le beau salaire que vous avez, la belle vie sereine que vous avez, l'harmonie autour de vous, etc. Alors bien évidemment, ça va avec l'envie d'être parfait. Le perfectionnisme. Vous essayez certainement de gagner l'amour par la performance, en cherchant constamment à être parfait. Et ce perfectionnisme, il est épuisant et il va vous empêcher de profiter pleinement de la vie. Pleinement de la vie, pleinement de l'amour, pleinement de vos relations, etc., etc. Parce que la perfection n'existe pas. Vraiment. Et je pense qu'on s'embêterait fortement dans notre expérience terrestre si on était tous parfaits. Il y aurait rien à... Enfin, l'expérience qu'on a d'être humain, elle serait terriblement ennuyante. Ceci étant dit, le perfectionnisme, c'est une conséquence sur l'estime de soi qui vient aussi avec le syndrome de l'imposteur, hein, vous l'aurez compris. Et vous avez également la difficulté à faire confiance. Et à qui ? Votre propre jugement. D'accord ? Puisque si vous êtes dans l'envie d'être parfait, forcément vous allez toujours vous remettre en question. Et vous allez remettre constamment en question vos perceptions et vos décisions. Et cette incertitude, elle va vous empêcher de prendre des décisions éclairées et de vous faire confiance. Mais oui, puisque vous avez le syndrome de l'imposteur. D'accord ? Et ça va avec... bien évidemment, le sentiment de responsabilité excessive, parce que vous avez
par conséquent une tendance à vous sentir responsable des émotions des autres. Et ce sentiment de responsabilité, il est tellement lourd à porter qu'il vous empêche de prendre soin de vous-même. Donc vous voyez l'impact que le parent émotionnellement immature il a sur l'estime de soi, il n'est pas anodin. Le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, la difficulté à faire confiance à son propre jugement et le sentiment de responsabilité excessive. Et ça, ce sont des impacts qui sont souvent invisibles. Mais ils sont bien réels. Bah oui, parce qu'on ne saigne pas, hein, personne ne va le voir. Hein. Ils se manifestent dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos comportements. Mais il est important de se rappeler que ces patterns, ils ne définissent pas qui vous êtes. Ce sont des adaptations que vous avez développées pour survivre dans votre environnement familial qui était complètement instable. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que cet environnement il était instable que votre destin il est figé et que vous allez forcément avoir toute une vie à subir une instabilité intérieure. Hein. Pas du tout. Le processus de guérison que vous entamerez si vous entamez une thérapie, eh ben, ça va être un voyage intérieur profond et transformateur. Ça va vous demander du courage, de la patience et surtout de l'amour envers soi-même. D'accord ? Et je vais vous donner quelques étapes clés pour commencer ce processus de guérison. Le premier pas vers la guérison, quelle que soit votre problématique, ça consiste à reconnaître et à nommer son expérience. Et ça, c'est pas facile, d'accord ? C'est pas facile et ça implique vraiment de se dire « là, j'en ai assez ». Je ne veux plus de cette vie. Ça implique d'accepter que ses parents étaient émotionnellement immatures. C'est pour ça que je vous disais en préambule, que c'est un sujet tabou. Parce qu'il faut accepter qu'on avait des parents émotionnellement immatures. Et la remise en question du parent, elle est difficile. Et il y a certaines cultures où si vous commencez à remettre en question vos parents, vous allez être banni, quoi. Donc c'est difficile à admettre, mais c'est une étape qui est cruciale. Ça ne veut pas dire qu'en fait on renie tout de ses parents, ça veut simplement dire qu'on remet en place les choses. On reconnaît que les parents ils n'étaient pas capables de répondre à certains besoins émotionnels, et parfois à tous les besoins malheureusement, et ça vous permet de comprendre que vous n'êtes pas responsable de leur comportement. D'accord ? Le deuxième point qui est aussi très important, comme je vous le dis toujours, c'est comprendre, intégrer que ce n'est pas de votre faute. Il est important de se rappeler que vous n'étiez qu'un enfant. Vous n'avez rien fait de mal. Et ça, je crois qu'un jour, je vais me mettre sur un toit et le hurler, parce qu'il y a encore des gens qui disent « Mais non, mais c'est un enfant qui est capricieux ». Vous voyez, l'enfant, il a 3 mois, il pleure, et ils sont là. Non, mais c'est un enfant capricieux, c'est vous qui l'avez habitué, c'est un enfant capricieux. Non, mais c'est un enfant qui n'arrive pas à se réguler. Non, mais toujours à remettre la faute sur l'enfant. Pour rappel, l'enfant a un système nerveux central qui est immature et qui donc n'a pas les neurones du caprice, d'accord ? Le truc qui fait que l'enfant il va se dire « Tiens, je vais faire un caprice » n'existe pas dans le cerveau de l'enfant. Je le répète. Je crois que je le dis pratiquement dans chaque épisode. Tellement ça me tient à cœur parce que ce sont des discours archaïques alors qu'on le prouve en imagerie cérébrale, en neurosciences, on le montre aux gens. On dit « Non, regardez, ça n'existe pas. L'enfant ne peut pas être capricieux. » D'accord ? Il va agir par mimétisme ou par mécanisme de défense, mais il n'a pas la capacité de vous dire ou de faire un caprice. C'est comme il n'a pas la capacité de mentir. Si l'enfant vous cache quelque chose, c'est parce qu'il est en mécanisme de défense. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien rétablir. Et ça vous permet de comprendre que ce n'est pas de votre faute. Ok ? C'est pas parce que vous étiez un enfant turbulent ou qui avait des difficultés d'endormissement ou des trucs comme ça que vos parents étaient émotionnellement indisponibles ou immatures. C'est parce qu'ils étaient indisponibles et immatures et qu'ils n'ont pas fait le job, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire, mais c'est certainement pas de votre faute. Et dans cette prise de conscience, bien évidemment, il faut identifier les patterns qui se répètent dans votre vie d'adulte, d'accord ?
il faut prendre un moment pour réfléchir aux dynamiques qui se répètent dans vos relations actuelles. Et identifier ces patterns, c'est la première étape pour les changer. Donc vous voyez, la prise de conscience, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. L'acceptation que ses parents étaient émotionnellement immatures, comprendre que ce n'était pas votre faute, et l'identification des patterns qui se répètent dans votre vie d'adulte, c'est la prise de conscience. Ensuite, vous avez un travail qui est quand même assez costaud, c'est le travail de deuil. Et là, il s'agit de faire le deuil du parent idéal qu'on aurait voulu avoir. C'est d'accepter la réalité de ce qui a été vécu. Alors ça va être douloureux. Voilà. Mais il est important de reconnaître la réalité de votre expérience. Et en tant que thérapeute, il est hyper important qu'on accueille votre réalité. D'accord ? Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Ouais, non, vous exagérez, etc. » Non. Ever feel like you're carrying something heavy and don't know where to put it down? Or wonder what on earth you're supposed to do when you just can't seem to cope? I'm Hesu Jo, a licensed therapist with years of experience providing individual and family therapy, and I've teamed up with BetterHelp to create Mind If We Talk, a podcast to demystify what therapy's really about. In each episode, you'll hear guests talk about struggles we all face, like living with grief or managing anger. Then, we break it all down with a fellow mental health professional to give you actionable tips you can apply to your own life. Follow and listen to Mind If We Talk on Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcasts. And don't forget, your happiness matters. Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Parce que c'est vous les gens traumatisés, d'accord ? Et accepter que vos parents n'ont pas été capables de vous donner ce dont vous aviez besoin, c'est une étape essentielle. Et ça, c'est important que ce soit accueilli en thérapie. Parce que sinon, le travail de deuil, il ne peut pas se faire, d'accord ? Dans ce travail de deuil, en plus, forcément, à un moment donné, on pleure l'enfance qu'on n'a pas eue. Et ça, je l'ai encore vu cette semaine avec une femme qui a été vraiment rejetée par sa mère. Et là, elle en était à cette étape-là. Vraiment des pleurs compulsifs. Il a fallu renouer avec son enfant intérieur, etc. Et ça a été hyper difficile, mais elle s'en est sortie comme une reine qu'elle est. Et ça, c'était magnifique à voir. Et vous voyez, donc, il faut se permettre de ressentir la tristesse et la douleur de ne pas avoir eu l'enfance que vous méritiez. Parce que chaque enfant sur Terre mérite une belle enfance. Et pleurer cette perte, c'est un processus de libération émotionnelle. C'est pour ça que quand j'entends en fait des gens dire qu'ils n'en ont rien à faire du sort des enfants, je sais très bien à qui j'ai affaire tout de suite. Et je cherche même pas à comprendre leur vécu. Alors eux, par contre, je mets une croix. Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à analyser, ça ne m'intéresse pas. Dans ce travail de deuil, vous avez le dernier point qui est le lâcher prise sur l'espoir que le parent change. Parce que ça tient en otage, d'accord ? Donc, cette prise d'otage émotionnelle que vous avez, c'est de vous à vous. Hein. C'est vous qui devez accepter de lâcher cet espoir que votre parent il change un jour. Et il est important de comprendre que vous ne pouvez pas changer vos parents. Et le lâcher prise sur cet espoir, il va vous permettre de vous concentrer sur votre propre guérison. Et oui, parce que bien souvent, ces prises de conscience, elles arrivent quand nous sommes adultes, ok ? Et quand nous sommes adultes, soit les parents sont encore là et ils ont un certain âge, et il y a un certain âge où la remise en question n'est pas possible, soit ils sont plus là. Donc, il faut vraiment avancer avec ce travail de deuil, en acceptant la réalité de ce qui a été vécu, en pleurant l'enfance que vous n'avez pas eue pour vous libérer émotionnellement, et en lâchant prise sur l'espoir que le parent change ou qu'il ait eu un changement. Et le troisième point, qui est un point aussi important, c'est la reconnexion à soi. C'est apprendre à identifier ses émotions. Vous allez gagner à prendre le temps de vous connecter à vos émotions et non pas les occulter.
Vous allez gagner à apprendre à les reconnaître et à les nommer. Ça peut être difficile au début, mais avec la pratique, vous allez devenir de plus en plus conscient de vos états émotionnels et surtout conscient qu'ils sont passagers. Et là, vraiment, se joue toute la différence. Dans la prise de conscience que vos états émotionnels sont passagers, vous savez très bien qu'il y a une issue. Et vous n'êtes plus en fait le hamster dans la roue qui se dit « Non, c'est infernal, je vais jamais m'en sortir », etc., etc. Dans la reconnexion à soi, il y a aussi la validation de vos propres expériences. Faites confiance à vos perceptions. Faites confiance à vos émotions. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de pleurer, d'être en colère, d'être joyeux, de pleurer de joie. Et valider vos propres expériences, c'est une étape importante pour reconstruire votre estime de soi. Je ne sais pas moi, admettons, vous allez raconter à un membre de votre famille un truc qui vous a agacé. Si la personne, elle vous dit « Ah bah non !» je vous invite à lui dire « Eh ben si, c'est ce que je ressens. J'ai le droit de le ressentir. Que tu sois d'accord avec mon ressenti ou pas, j'ai le droit de le ressentir. » Voilà. Il faut vous imposer. Ça fait partie des limites dont on a parlé. Il faut imposer la validation de vos expériences, de vos propres expériences, ok ? Comme vous aussi, vous allez apprendre à valider les émotions et les expériences de vos enfants ou des adultes qui vous entourent. Et dans cette reconnexion à soi, il faut impérativement aller à la découverte de vos besoins authentiques. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin et ce dont vous avez vraiment envie. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Qu'est-ce qui vous apporte de la paix ? Qu'est-ce qui vous apporte de la satisfaction ? Apprenez à répondre à vos propres besoins, c'est parce que c'est essentiel pour votre bien-être. Il y a un truc que je vous invite à faire, c'est par exemple si vous avez eu envie, enfant, d'une poupée, d'un jouet, d'un malabar par exemple, et que vous n'avez jamais pu l'avoir, allez vous l'offrir aujourd'hui. C'est pas ridicule, d'accord ? Allez vous l'offrir. Vous savez, il y a des adultes en fait qui n'ont jamais pu avoir de doudou par faute de moyens, etc. Pas parce que le parent il était méchant ou mauvais, mais par faute de moyens. Adultes, ils se sont achetés une petite peluche trop mignonne qu'ils ont installée avec eux chez eux ou qu'ils mettent dans leur sac, etc. Et ça les rassure, ça répare un peu l'enfant intérieur. Ou alors, c'est leurs enfants qui leur offrent un doudou. Et alors là, ça en fait des adultes heureux parce que ça vient les reconnecter à cette enfance oubliée. Vous voyez ? Et dernier point, dans cette reconnexion à soi, c'est cultiver l'autocompassion. Ça, j'arrête pas de le dire en séance. Les gens que j'accompagne et qui m'écoutent, ils vont rigoler, je le sais. Traitez-vous avec la bienveillance et la compassion que vous auriez voulu recevoir de vos parents. Je répète, traitez-vous avec la bienveillance et la compassion que vous auriez voulu recevoir de vos parents. Parlez-vous avec douceur et gentillesse, parce que vous méritez d'être traité avec amour et respect. Je répète, vous méritez d'être traité avec amour et respect, et ça commence avec vous-même. Alors ça commence avec vous-même, et ça passe aussi à travers les autres, parce que la reconstruction des relations, elle est importante dans votre processus. Apprendre à poser des limites saines, comme je vous l'ai dit, c'est important, parce qu'il est important de protéger votre espace émotionnel. Apprenez à dire non et à poser des limites claires, que ça plaise ou non, parce que ça va vous sauver la vie, ça va vous sauver aussi des années, d'accord ? Vous allez sauvegarder des années, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne posent pas de limites et qui malheureusement perdent énormément de temps avec des personnes qui les maltraitent. Et je parle pas forcément de maltraitance physique et psychologique de dingue, Je parle de ce qu'on appelle maintenant les maltraitances ordinaires. Et ça va être difficile au début, mais c'est essentiel pour votre bien-être de poser des limites saines et de développer aussi des relations authentiques. Parce que lorsqu'on apprend à poser des limites saines, forcément on développe des relations authentiques.
Cherchez à créer des relations basées sur la réciprocité, le respect mutuel et l'authenticité. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. Développer des relations authentiques, c'est lorsqu'on est authentique avec soi-même, c'est lorsqu'on est gentil avec soi-même, c'est lorsqu'on a appris à poser des limites saines, d'accord ? Et c'est lorsqu'on dit « je suis comme je suis, je peux encore m'améliorer, mais… » Ever feel like you're carrying something heavy and don't know where to put it down? Or wonder what on earth you're supposed to do when you just can't seem to cope? I'm Hesu Joe, a licensed therapist with years of experience providing individual and family therapy, and I've teamed up with BetterHelp to create Mind If We Talk, a podcast to demystify what therapy's really about. In each episode, you'll hear guests talk about struggles we all face, like living with grief or managing anger. Then, we break it all down with a fellow mental health professional to give you actionable tips you can apply to your own life. Follow and listen to Mind If We Talk on Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcasts. And don't forget, your happiness matters. Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Je ne vais pas profondément renier mes valeurs pour la personne qui est en face de moi. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on est imbu de soi-même. Ça veut juste dire qu'on a une position, qu'elle est claire et nette, et que on préserve son espace vital et sa santé et son harmonie psychique. Et dernier point, dans la reconstruction des relations, c'est briser les cycles transgénérationnels, l'épigénétique. Ça, je vous ai fait tout un épisode là-dessus, donc vous pouvez vous référer à ça. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait faire dans l'épisode, parce que si vous devenez parent, il est important de briser le cycle de l'immaturité émotionnelle, parce que ça va vous apprendre à répondre aux besoins émotionnels de vos enfants de manière cohérente et empathique. Et ça, je vous assure que c'est fabuleux. J'accompagne des personnes en ce moment qui justement sont venues en toute transparence dire « j'ai un souci avec mes enfants et c'est moi le problème. C'est moi qui ai des difficultés. » Et franchement, quand on a des gens qui arrivent et qui nous disent ça, qui sont hyper honnêtes, parce que c'est pas facile pour un parent de dire « ah non, mais là je déconne, il y a un truc qui cloche chez moi », eh ben je trouve ça formidable, vous voyez. Et ça, ce sont des bons parents. Des parents qui se remettent en question, ce sont de bons parents. Vous savez, le mauvais parent, le parent maltraitant, il va jamais aller consulter. Il va jamais aller se remettre en question. Il va jamais aller demander des conseils à quelqu'un d'autre. D'accord ? Retenez bien ça. Et je pense que maintenant, vous avez compris, dans le processus de guérison, en fait, il y a un voyage intérieur qui est profond et transformateur, qui passe par la prise de conscience, le travail de deuil, la reconnexion à soi et la reconstruction des relations. D'accord ? Et la guérison, c'est un processus qui est continu. C'est pas quelque chose qu'on atteint du jour au lendemain. C'est vraiment un voyage où chaque pas compte, où chaque moment de conscience, c'est une victoire. Et il existe de nombreux outils et stratégies qui peuvent vous aider dans votre voyage de guérison. Et forcément, à chaque fois, je vous en parle. Et donc là, je vais vous en reproposer quelques-uns que je recommande. C'est forcément la thérapie. D'accord ? Vous avez la thérapie individuelle qui est travaillée avec un thérapeute, qui va être extrêmement bénéfique parce que le thérapeute, il va vous aider à explorer vos traumatismes, à comprendre vos patterns émotionnels et à développer de nouvelles manières de penser et de ressentir. Vous avez également, si c'est possible, mais je sais que c'est très compliqué, la thérapie familiale. Et en plus, en France, la thérapie familiale, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas encore très accepté. Mais si vous avez le bonheur de pouvoir le faire, et si c'est approprié, que vos parents sont ouverts au changement, la thérapie familiale, ça peut être une option, parce qu'elle peut aider à améliorer la communication et à guérir les blessures du passé. Mais rassurez-vous, même sans thérapie familiale, vous pouvez guérir avec la thérapie individuelle, d'accord ? Et dans cette thérapie individuelle, forcément, moi je vous recommande la kinésiologie,
la thérapie EMDR et l'hypnose. Alors là, si vous faites le combo des trois, vraiment, vous ne pouvez pas rester dans vos traumas et dans vos patterns. C'est impossible. À savoir qu'il faut vraiment que vous vous sentiez en sécurité avec votre thérapeute. Une autre chose qui est très importante, on ne guérit pas d'un traumatisme en 30 minutes et en une séance. Je le répète. D'accord ? Parce que c'est ce qui est vendu sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux, vraiment très très dangereux. Et je vous invite à vous méfier de ces propositions qui vous disent en 30 minutes, en une journée, en une séance, ça y est, je te guéris de ton truc. C'est faux. Ok ? C'est faux et c'est dangereux. Ceci étant dit, parce que ça c'est un truc qui m'agace, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous le redis, vous avez aussi des pratiques personnelles que vous pouvez mettre en place. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont mis en place des pratiques personnelles pendant 1 an, voire 2 ans avant de me consulter, et qui ont fait un sacré travail de conscience intellectuelle. Et nous, on agit sur l'émotionnel, on regarde d'autres angles de vue pour un autre angle de vie. Et dans ces pratiques personnelles, ils ont, par exemple, écrit, ils ont fait du journaling. Et l'écriture, c'est un outil qui est hyper puissant, qui va vous aider à explorer vos émotions et vos pensées. Donc si vous prenez le temps de tenir un journal où vous pouvez exprimer vos sentiments, vos peurs et vos espoirs, c'est canon. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une pratique que je vous recommande fortement, surtout si vous n'avez pas encore passé le cap de la thérapie. Ensuite, je vous invite vraiment à faire du sport. Je sais que c'est bateau ce que je vous dis, mais vraiment, le sport, le corps, il est traumatisé. Si l'esprit est traumatisé, le corps est traumatisé. Donc faites, je sais pas moi, de la danse, allez faire du roller, pratiquer le yoga, allez courir, allez nager, peu importe, allez marcher, mais mettez votre corps en mouvement, parce que ça va vous aider à reconnecter votre corps à vos émotions. Et ça va vous apporter une sensation de calme et de recentrage, d'accord ? Et il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est la thérapie par les arts, vous voyez ? Là, je vous ai parlé du journaling, d'aller faire du sport, quel que soit le sport, mais l'art, dessiner, colorier, souvent je le dis en séance, faites des pompons, faites du tricot, faites quelque chose de vos mains, de la cuisine, peu importe. Allez faire du jardinage. Le jardinage, c'est un truc de dingue pour le cerveau. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais il y a des études qui le montrent. Les gens qui sont atteints d'Alzheimer, les mettre au jardin, ça permet de retarder la progression d'Alzheimer, par exemple. Vous voyez ? Donc, allez-y, utilisez vos mains. Mettez votre corps en action et écrivez. Ça, c'est une étape hyper importante. Et dans les tips que je peux encore vous donner, c'est éduquez-vous émotionnellement. Vraiment. Apprenez à communiquer de manière non violente. Développez votre intelligence émotionnelle. Parce que c'est comprendre et gérer vos émotions, d'accord ? Et ça, c'est essentiel pour votre bien-être. Vous allez apprendre à reconnaître vos émotions, à les nommer et à les réguler de manière saine. Comme ça, vous allez pouvoir vous économiser dès qu'il y aura une agression, en fait, quelle que soit l'agression d'ailleurs. Qu'elle soit hyper violente ou pas hyper violente, vous voyez ? Qu'elle soit un petit peu en sous-marin ou très claire. Et vous avez aussi des lectures spécialisées, il y a de nombreux livres sur l'attachement, la psychologie familiale, il y a des magazines, il y a mes épisodes de podcast que vous pouvez écouter et réécouter, je vous casse la tête avec ça, mais vraiment, instruisez-vous au niveau émotionnel, ça pourra vous faire que du bien. En réalité, il est important de trouver ce qui va résonner le plus avec vous, voilà, c'est ça. Il y a des gens, ils vont voyager en sac à dos. Il y a des gens, ils vont aller en thérapie, ça va leur suffire. Il y a des gens, en fait, ils vont aller sur le mont Kilimandjaro et ils vont revenir et vont être transformés. Chacun de nous est unique. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'essentiel, c'est de rester ouvert et de continuer à explorer. Et en continuant à explorer, forcément, vous allez toujours de plus en plus guérir,
comprendre les tenants, les aboutissants des situations que vous allez vivre ou que des gens que vous aimez vont vivre. Et pour ceux qui deviennent parents, ça va les amener vers une parentalité consciente, puisque la guérison, elle va impliquer aussi de briser le cycle transgénérationnel. D'accord ? Ça va créer un environnement sécurisant. Vous allez pouvoir valider vos émotions, être constant, poser des limites bienveillantes et vous allez pouvoir montrer à vos enfants comment gérer sainement les émotions et les relations. Et en réalité, au-delà de vos enfants, donc que vous en ayez ou pas, vous serez un modèle de régulation émotionnelle et de communication respectueuse aussi pour votre environnement. Vous voyez ? Donc c'est un cercle vertueux. Si vous vous guérissez, votre entourage, proche ou moins proche, il va forcément bouger. Et en tant qu'adulte, on a le pouvoir de créer un environnement émotionnellement sain pour nous-mêmes et pour nos enfants et les enfants qui nous entourent. Ça demande du travail, ça demande de la conscience et ça demande de l'aide, mais chaque effort en vaut vraiment la peine. Parce que l'essentiel dans tout ça, c'est de trouver la paix en soi-même. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec vos parents. La réconciliation, elle n'est pas toujours possible. Vous n'êtes pas obligé non plus de couper le lien avec eux. Mais trouver votre paix, c'est votre devoir, d'accord ? Ça ne peut pas être l'objet de la responsabilité de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur à vous, parce que c'est impossible. Donc guérir ses propres blessures et vivre une vie authentique et épanouie, c'est votre responsabilité. Et c'est là, en fait, où je vous invite à la transformation. Et je vous invite à ce voyage. Parce que si vous retenez une chose de cet épisode, c'est que vous n'êtes pas prédéfini par votre passé. Vous avez le pouvoir de guérir, vous avez le pouvoir de transformer votre vie et vous avez le pouvoir de créer un avenir différent pour vous-même et pour vos enfants, si vous en avez ou si vous en voulez. Et si ce ne sont pas pour vos enfants, actuels ou à venir, c'est pour les enfants. D'accord ? Sachez et retenez bien une chose, c'est que nous sommes tous interdépendants. L'humanité est interdépendante. Donc, ce qu'on se fait à soi, on le fait aux autres. Donc, si on guérit, on guérit une part des autres. Et la guérison, c'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Et chaque personne qui entreprend ce chemin, elle contribue non seulement à sa propre libération, mais aussi à la guérison collective de notre société. Alors prenez bien soin de vous, soyez doux avec vous-même et rappelez-vous toujours que la guérison est possible. G'day, America. It's Tony and Ryan from the Tony and Ryan podcast from Down Under. Today we want to talk to you about Boost Mobile, the newest 5G network in the country. These guys are no longer the prepaid wireless company you might remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America, transforming the carrier into America's fourth major network alongside the other big dogs. Yep, they're challenging the competitors by working harder and smarter, like this amazing new network they've literally built. The Boost Mobile network, together with their roaming partners, covers 99% of the US population, but 5G speed's not available in all areas. Yep, they have blazing fast internet and plans for all the latest devices. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost
anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details.